Vivez un périple inouï et une expérience unique. Profitez de l'accompagnement de conférenciers spécialisés et inspirants, au travers de pays regorgeants d'histoire et de culture. Intermède, le voyage culturel. Chers amis, bonjour. Nous voilà partis aujourd'hui pour la Provence romane, les trois sœurs cisterciennes. On va voir d'ailleurs que ce ne sont pas toutes des sœurs. Il y a deux sœurs, mais il y a une cousine. En tous les cas, donc, ce climat magnifique, cette ambiance et la simplicité de ces pierres, tout cela, évidemment, touche particulièrement. Alors, j'en profite pour vous donner quelques nouvelles de nos circuits, puisque il y a un circuit, là aujourd'hui on va faire une visite virtuelle, mais on aimerait bien quand même faire une vraie visite là-bas. Eh bien, c'est prévu du 13 au 16 août à l'occasion du festival de la Roque d'Enterron. Alors, la Roque d'Enterron, en plus, c'est un festival en plein air, dans un magnifique parc, avec un immense auditorium ouvert en plein air, un pianiste qui est loin, qui risque de contaminer ni les autres musiciens, ni les spectateurs. Vous voyez, c'est idéal. En l'état, il serait maintenu. Mais bon, évidemment, en tous les cas, donc, entre le 13 au 16 août, on peut partir, aller voir ces belles églises et bien d'autres choses, naturellement. Et puis, la Bourgogne romane, du 24 au 27 juillet, devrait partir aussi. Alors, sans le festival, ils ont supprimé Beaune, mais ça permettrait quand même de visiter un peu, de s'aérer, d'aller voir ou revoir cette France que l'on ne connaît pas forcément si bien. Le Roussillon roman, avec les abbayes ici, dans les Pyrénées, hein, Saint-Martin-du-Canigou, Saint-Michel de Couchat, Serrabonne. Je vous en parlerai d'ailleurs un de ces jours, hein, je pense, du 6 au 10 août, avec le festival de Prat qui serait maintenu. L'Auvergne romane, là, ils ont annulé la Chaise-Dieu, mais quand même, il y a tellement de belles choses en Auvergne avec les 5 églises, Issoire, Saint-Nectaire, Notre-Dame-du-Port, Moza, etc. Et puis bien sûr, le Puy. Et puis le Languedoc qui nous attend là du 8 au 12 septembre, le festival de piano jacobin, ça devrait aller normalement. Et en plus, avec toutes les belles visites de Moissac, Toulouse, Saint-Cernin, Albi, le Jubé, les musées, musée Soulages, musée Toulouse-Lautrec, et on termine à Conques. Magnifique. Voilà, donc pour vous donner quelques idées, il y a d'autres circuits en été, et justement, donc on met en place évidemment toutes les mesures nécessaires pour vous sécuriser, et en plus, eh bien, naturellement, c'est toujours hypothétique, hein, c'est dans le cadre de la réglementation, naturellement, qu'on suit à la lettre, clairement. Alors, notre équipe France, justement, prépare de très beaux circuits aussi l'automne, une équipe dynamique, efficace, que je tiens à remercier d'ailleurs là. Justement, on parle de la France, donc un grand merci à Coralie, à Claire, à Viviane, à Pauline, donc ils font ce travail considérable. Et puis, vous pouvez joindre notre service client qui a rouvert. Il faut y aller sur rendez-vous, donc vous téléphonez, vous pouvez avoir des renseignements, aller rue de Mézières, mais avec un petit coup de fil avant, vous écrivez. Et là aussi, il y a une équipe sympathique et compétente. Et remercions évidemment toute cette équipe avec Corinne, Eva, Charles, Hugues, Mélanie et Émilie. Voilà. Donc, sans oublier évidemment toutes les autres équipes qui travaillent et le chef d'orchestre, Jérôme. Voilà. Et par ailleurs, je donne des nouvelles de ces circuits sur mon site, donc, et je mets des photos. Donc, si ça vous intéresse, mon site, c'est très simple, www.soulard.paris, ou directement même soulard.paris. Voilà. Arrêtons là, donc, ces petites nouvelles et entrons dans le vif du sujet. Alors, donc, nous voilà partis pour ces trois édifices qui sont à peu près contemporains. C'est ça qui est intéressant. Ils sont relativement voisins dans une Provence dont il faut bien dire qu'elle n'était pas dans le royaume de France à ce moment-là. Elle faisait partie, en effet, de l'Empire germanique. Vous savez que le Rhône était la limite pendant très longtemps. La Provence, eh bien, c'est sous Louis XI qu'elle reviendra à la France.
avec la succession du roi René. Et finalement, eh bien, on était là dans cet ensemble dont Arles d'ailleurs était en quelque sorte une ancienne capitale et certains couronnements impériaux avaient lieu à Arles. Frédéric Barberousse était venu à Arles. Donc on était là dans cet ensemble. Alors, tenez, je voulais juste vous montrer une petite photo histoire de faire rêver avec le Festival de la Roque d'Enterre. Et nous voici donc là sur la carte. Toujours intéressant, les cartes. Alors, vous voyez qu'on est à l'est du Rhône et vous avez donc deux abbayes, Sénanque et le Toronnais, qui sont sur un fond bleu. Et vous voyez que le bleu, ça veut dire qu'elles dépendaient de Cîteaux, mais pas directement comme on va le voir. Et Sylvacane était une fondation directe avec le fond vert de Morimont. Bon, je sais que la carte à gauche, on n'y voit pas grand-chose, mais j'ai agrandi. Et d'ailleurs, on verra peut-être mieux là, avec Sénanque, vous voyez, et le Toronnais sur fond bleuté. Ce n'étaient pas des filles directes de Cîteaux, même pas des petites filles, mais des arrière-petites filles. Vous voyez en effet l'abbaye de Mazan en Vivarais, elle est à gauche sur le plan, et l'abbaye de Mazan, eh bien, vous avez ce fond donc bleu, c'est une filiation de Cîteaux. En effet, on a tout ce système qui est original chez les cisterciens et qui d'ailleurs sera repris, c'est-à-dire ce rapport mère-fille, cette organisation, 12 moines vont partir et vont essaimer, comme les 12 premiers qui avaient accompagné Robert de Molesme et qui avaient fondé Cîteaux en 1098, et bien ensuite Cîteaux avait essaimé les 4 filles de Cîteaux. Saint-Bernard en avait fondé une, c'est Clairvaux en 1115, et la même année, Morimont avait été fondée. C'est la dernière des 4 filles de Cîteaux. Donc finalement, Cîteaux et ses 4 filles, et eh bien, on avait eu ensuite des fondations de ces filles, ce qui fait qu'on a, si vous voulez, tout un arbre en quelque sorte. Et les rapports mère-fille sont importants. Et en plus, on a des visites. Les abbés vont visiter. Il y a des visites du chapitre général de l'ordre de Cîteaux. Donc, vous voyez, il y a des contrôles mutuels, et même, par exemple, quand l'abbé de Cîteaux mourait, eh bien, les abbés des 4 abbayes filles venaient pour organiser l'élection et la surveiller. Donc, on a ainsi ces rapports tout à fait particuliers. Alors voilà, ce tableau, j'espère qu'il est lisible. J'ai passé pas mal de temps à essayer de mettre ça en place, mais vous voyez Cîteaux en 1098, fondé par Robert de Molesme. Et à droite, il y a Morimont, donc la 4e fille de Cîteaux. Et Morimont est détruite. J'ai mis une petite carte ancienne, vous voyez, avec la reline. Il ne reste même plus ça aujourd'hui. Et Sylvacane est fondée directement par Morimont. De l'autre côté, vous voyez Cîteaux. Et Cîteaux a fondé Bonnevaux. Bonnevaux, c'était une abbaye dans l'Isère. Malheureusement, elle a été complètement détruite. Elle était très importante. Vous voyez ici un dessin datant du XVIIIe siècle. Et puis, Bonnevaux fonde, donc vous voyez, Bonnevaux fondé en 1117, fonde à son tour Mazan en 1123. Voici quelques ruines de Mazan, j'ai mis là en petit. Là aussi, c'est pas très spectaculaire ce qui reste. Et Mazan, c'est la mère du Toronnais et de Sénanque. Donc oui, il y a 2 sœurs, mais pas 3, mais bon, on va pas dire les 2 sœurs et la cousine, hein, ça serait pas très pratique. Alors, commençons donc par le Toronnais. Et le Toronnais, c'est la plus célèbre des 3, la plus importante peut-être, encore que tout le soit. Et le Toronnais, eh bien, les moines qui étaient venus de Mazan ne se sont pas installés là d'abord. Ah, et oui, c'est un cas fréquent, vous savez, on change de site. Même d'ailleurs à Fontenay, dont j'ai eu l'occasion de parler déjà, les moines s'étaient déplacés, c'est-à-dire qu'on cherche le site le plus adéquat. Là, ils vont se déplacer pas mal, puisqu'ils vont s'installer d'abord dans un premier lieu qui s'appelait Floriès, ou Floriège. Le 14 avril 1136, vous voyez, 12 moines viennent de Mazan et fondent cette abbaye, près d'une rivière. Vous voyez encore la rivière, là, avec le pont médiéval, sur les terres des barons de Castellane. Ça, c'est un point important aussi. C'est-à-dire que, à la fois les évêques et à la fois l'aristocratie locale favorisent l'implantation des cisterciens. Toujours des sites qui sont en pleine nature,
et une vraie communion avec la nature. Saint Bernard en parle à de nombreuses reprises d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, il écrit à un ancien écolâtre, c'est-à-dire quelqu'un qui est enseigné dans les écoles épiscopales. Il lui écrit: tu apprendras beaucoup plus avec les hêtres, les chênes que dans les livres. Bon. Vous pouvez dire ça, Saint Bernard. Il avait lui aussi une solide formation. Vous savez, c'est le retour à la nature de l'intellectuel. Mais bon. Ceci étant dit, eh bien, oui, il y a vraiment cette idée quand même de cette proximité avec la nature. Et toujours l'eau. C'est sans doute à cause de l'eau, il y a toujours une histoire d'eau quelque part, eh bien, c'est sans doute à cause de ça que les moines se sont déplacés et ont quitté Floriège. Ceci dit, ils vont laisser un prieuré à Floriège. Vous voyez ici, Floriège devient donc prieuré du Toronnet en 1153. Pourquoi? Parce qu'il y a transfert et que l'abbaye de Floriège devient l'abbaye du Toronnet. Et du coup, Floriège, qui était fille de Mazan et arrière-petite-fille de Cîteaux, devient fille du Toronnet, donc petite-fille de Mazan, donc arrière. Bon, allez, on va arrêter là. La généalogie, c'est toujours très compliqué, les affaires de généalogie. Alors, qu'est-ce qui reste aujourd'hui? On a levé le plan là-bas. Je vais vous montrer juste quelques photos. Il y a un mas, vous voyez en bas à droite, le pont, quelques ruines, une chapelle qui a été refaite, et puis on a fouillé. Donc, c'est assez intéressant quand même, parce que c'est la première implantation. Souvent, ces toutes premières implantations, on les connaît assez mal. Ça n'est qu'après, les cisterciens se déplacent. Souvent, au début, ils faisaient des bâtiments en bois, d'ailleurs. Les 12 moines qui arrivent, ils n'ont rien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des bâtiments en bois, et puis ils vont construire en pierre. Et au Toronnet, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils l'ont bien réussi. Mais sans doute aussi, ont-ils pensé quelque temps avant à l'implantation? Effectivement, vous avez une mention d'un don de terre. C'est d'ailleurs un personnage important, le comte de Provence et de Barcelone. Il faut dire que la Provence, d'ailleurs, est divisée en un comté de Provence qui relève aussi du comte de Barcelone et un marquisat de Provence qui relève du comte de Toulouse. Et la limite, c'est la Durance. D'ailleurs, juste où était Sylvacane, on y reviendra. Et donc, Raymond Béranger donc, va léguer des terres en 1146, c'est les terres du Toronnet. Donc, sans doute, les moines qui étaient à Floriès ont commencé à penser à un emplacement meilleur. Qu'est-ce qui était valable ici? Mais les ruisseaux, le Tombareux et la Darboussière. Bon, deux jolis noms d'ailleurs, bien locaux. Et ces ruisseaux, ils les ont adaptés d'ailleurs, ils ont déplacé le lit du Tombareux. Mais ils ne pouvaient pas prévoir qu'il y aurait des problèmes de stabilité avec le terrain. Vous savez que ces ruisseaux se sont complètement asséchés. Et effectivement, au XXe siècle, c'est dramatique. Aujourd'hui, il n'y a plus d'eau, mais on avait des couches de glaise marneuse. Bon, il y a des glissements, c'est épouvantable. Le réfectoire est tombé dans le Tombareux, donc il n'y a plus de réfectoire. La salle des moines aussi. Et aujourd'hui, on essaye de limiter les désordres qui sont dus à ce problème de terrain. Donc, vous voyez, c'est très délicat, véritablement, très délicat. Et donc, le site, effectivement, aussi cet inconvénient que les moines ne pouvaient pas prévoir que le terrain, finalement, bien bougerait, en quelque sorte. Hein. Donc, en tout cas, en 1157, le déplacement est effectif. Alors, on n'a pas la date exacte, mais quand même, on sait qu'en 1157, ils sont sur le site du Toronnet. Et il y a une prospérité tout à fait remarquable. Cette prospérité, elle va poursuivre au XIIIe siècle, et je voudrais m'arrêter sur un abbé extraordinaire, Folquet de Marseille. Vous voyez, cette belle représentation avec Folquet des Marseillais, en vieux François, qui est écrit là, et l'évêque, car il est devenu évêque. Alors, Folquet de Marseille, c'était un troubadour qui est né donc plus ou moins dans les années 1155. Il était devenu très célèbre et il va devenir une figure emblématique parce que ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que il devient moine cistercien en 1195 à la suite d'un amour déçu. Donc, il entre dans l'ordre cistercien. Bon, c'est peut-être quelqu'un d'un peu excessif. Et en tous les cas, les troubadours postérieurs célébreront Folquet de Marseille. Et il devient abbé du Toronnet en 1201.
Il a certainement fait faire des travaux importants. Probablement, d'ailleurs, dans les travaux du début du XIIIe siècle, on peut penser que c'est lui, clairement. Mais il n'est pas resté très longtemps, puisqu'en 1205, il est appelé au siège archiépiscopal de Toulouse, où il va rester jusqu'à sa mort, donc en 1231. Il est là, à Toulouse, il sera très important aussi. C'est lui qui est un ami personnel de Saint-Dominique, et c'est pour ça, d'ailleurs, que les dominicains vont établir leur première maison en 1215. C'était la fameuse église des Jacobins aujourd'hui, où a lieu le merveilleux festival. L'église des Jacobins, donc, eh bien, c'est l'église mère, la toute première église des dominicains. Donc, c'est grâce à Folquet de Marseille qui avait donné des terres. Bon, c'était pas d'ailleurs tout à fait au même endroit. Au début, ça s'est déplacé, mais en tous les cas, c'est lui qui les a fait installer, favoriser, à tel point qu'il était tellement proche. Lui-même n'est pas, c'est un cistercien, c'est pas un frère dominicain, mais et en 1229, il est un de ceux qui organisent l'université de Toulouse, la fondation de l'université de Toulouse. Donc, vous voyez, un grand personnage qu'on pouvait rappeler. Et d'ailleurs, ça me permet de faire un lien. Il faut toujours avoir présent à l'esprit que les dominicains qui s'organisent au début du XIIIe siècle, eh bien, vont reprendre beaucoup d'aspects des cisterciens, et particulièrement dans cette architecture dépouillée et rigoureuse. Mais c'est une autre histoire. Revenons donc à l'abbaye du Toronnet. Alors, vous voyez ici la vue aérienne. D'abord, il y a quelque chose de tout à fait d'assez inhabituel. Mais ça arrive. D'ailleurs, c'est la même chose à Sénanque. Le cloître se trouve au nord de l'église. Non, pardon, au sud. C'est l'église qui est au nord du cloître. Or, en général, c'est le contraire. Mais, vous voyez, ça dépend on va dire, de la configuration du terrain. C'est le ruisseau du Tombareux. Pourquoi? Vous allez me dire, oui, tiens, au fait. Oui, pourquoi? Quelqu'un a une idée? Au fond, qu'on mette l'église d'un côté ou de l'autre, franchement, qu'est-ce que vient faire cette histoire de ruisseau? Eh bien, regardez, à gauche, vous voyez, on a le cloître, donc, je pense à la photo aérienne, mais vous avez donc aussi le nord sur le plan, c'est en haut sur le plan, et sur la photo, c'est, on va dire, en haut et à gauche. Il manque le réfectoire. Il est tombé dans la rivière, dans le Tombareux. Et il manque d'ailleurs l'extrémité, là, avec la salle de travail des moines. Eh bien, en effet, c'était tout à fait intéressant d'avoir la rivière le long de la salle de travail des moines et du réfectoire. Pourquoi donc? Mais parce que, eh bien, on évacuait par là. Ah, j'en vois qui parlent du lavabo des moines. Bien, bien, bien. Mais attention, c'est l'eau d'évacuation. On ne va pas boire l'eau du Tombareux. Non, non, non. La fontaine du cloître est alimentée par des captations et des sources. On boit de la bonne eau au Moyen-Âge. Et en plus, on y met un peu de vin. On mélange, on ne boit jamais le vin pur, mais on fait un mélange, bon, sans doute qu'on apprécierait peu aujourd'hui. Et donc, au-dessus du Tombareux, vous avez à l'extrémité du dortoir, par exemple, vous voyez le dortoir qui est au niveau supérieur, mais la latrine. Et la latrine, il faut bien évacuer. Alors, vous comprenez qu'ils ne boivent pas la même eau quand même, franchement. Et puis, vous pouvez évacuer effectivement du réfectoire. Donc, c'est pour l'évacuation. Mais vous avez aussi le bâtiment, vous voyez, qui est marqué en 12, tout à fait en haut sur le plan, c'est le bâtiment des convers, dont on va reparler. Et donc, ça permet aussi éventuellement d'utiliser la force de l'eau. Donc, vous voyez, toute cette zone, finalement, se situe le long du ruisseau. Donc, ils se sont dit, il faut mettre toute la partie latrine, réfectoire, bâtiment des convers, le long du ruisseau. C'est tout simple. C'est la logique et le pragmatisme, finalement, des cisterciens. Mais j'insiste bien, ils vont faire des captations. C'est pour ça aussi que ces fonds de vallée sont intéressants. Parce que si vous captez une source, vous avez tout intérêt à ce que votre abbaye soit plus bas que la source, évidemment. Sinon, ce n'est pas bon.
et l'eau arrive sous pression. C'est-à-dire qu'on va capter en hauteur et on connaît très bien, on suit d'ailleurs, il y a toute une archéologie aujourd'hui hydraulique et on suit ces captations. C'est effectivement très, très intéressant. Alors, c'est une petite abbaye, il y avait entre 20 et 30 moines. Vous voyez là ce clocher. Le clocher est sans doute un ajout. Au départ, les statuts de l'ordre de Cîteaux de 1157 interdisaient la construction des clochers. On pouvait mettre une cloche pour réveiller, c'est la cloche du dortoir, mais pas de clocher, seulement du bois, pas de clocher de pierre. Or, très vite, on a fait des clochers de pierre. Celui-là a dû être ajouté, mais peut-être d'ailleurs pas si tard que 1274, date à laquelle un chapitre entérine un état de fait en disant bah oui, on peut construire des clochers en pierre, surtout quand le bois tient pas bien, que c'est soumis aux intempéries. Bon, vous savez, les règles sont faites pour être assouplies, Dieu merci d'ailleurs. Alors, donc, nous voyons ici le chevet de l'église et la porterie, l'entrée. Elle se trouve à gauche, il y a une construction. Aujourd'hui, d'ailleurs, la porterie, eh bien, c'est la billetterie, puisque c'est un monument national, mais qui est partagé. D'ailleurs, il y a une partie aux Sœurs depuis 1978, il y a des Sœurs de Bethléem. Alors, je reviens par exemple ici, vous voyez, ça, c'est la porterie, justement. En effet, l'hôtellerie, la porterie. Le monastère a une enceinte, évidemment, et on va accueillir les hôtes. Donc, on a toujours un bâtiment des hôtes. Il faut accueillir tous les gens de passage. Hein. Les recevoir, disent les textes, comme le Christ lui-même. Hein. Et en même temps, eh bien, ces hôtes ne peuvent pas pénétrer dans l'espace monastique. Dans le carré monastique, cet espace soumis à la clôture, claustrum, d'où d'ailleurs provient le nom cloître. Et donc, vraiment, il y a, ça c'est particulier, les cisterciens appliquent cela. Notez bien que c'était dans la règle de Saint-Benoît, mais n'oubliez pas que les cisterciens, finalement, la fondation de Robert de Molesme, de 1098, et ensuite, on va dire, les décisions prises sous le troisième abbé Étienne Harding, et surtout ensuite sous l'influence de l'abbé de Clairvaux, Saint-Bernard, Bernard de Clairvaux, vont dans le sens de revivifier la règle bénédictine. La base, c'est la règle bénédictine, avec des textes, le petit exorde, le grand exorde, l'usus conversorum, les convers, vous voyez ce bâtiment des convers qui est en haut à droite et qu'on va revoir, il est très important, ce bâtiment des convers, effectivement, parce que c'est l'originalité des cisterciens, d'avoir des convers. On confond trop souvent d'ailleurs avec des novices. Hein, novices, frères lais. Le novice, c'est celui qui se forme pour être moine. Le convers, c'est un statut créé par les cisterciens. Usus conversorum, c'est le texte. Mais la base, avec tous ces textes, la charte de charité, le petit exorde, le grand exorde, la base de tout, c'est la règle de Saint-Benoît. Et ils vont, en effet, où les moines prenaient leur repas si le réfectoire était tombé dans la rivière. Effectivement, c'est une bonne question, mais il est tombé plus tard quand même. Hein, ils en ont profité. C'est assez récent, malheureusement. Mais donc, en effet, vous avez la règle de Saint-Benoît qui est la base absolue de toutes ces vies monastiques. Voyons maintenant l'église. Entrons dans l'église. Vous voyez le dépouillement des murs, ce dépouillement dont d'ailleurs verrons, le Corbusier avait vanté, on va dire, la sobriété, mais aussi, bien sûr, l'auteur du très célèbre livre Les pierres sauvages. Vous vous souvenez peut-être Fernand Pouillon qui avait publié en 1964. On va y revenir, ce côté dépouillé, ce côté rigoureux. Peut-être d'ailleurs puis-je vous lire l'extrait, puisque finalement, Fernand Pouillon, c'était le journal du premier prieur. Il s'était mis dans son roman dans la peau du premier prieur. Et il dit, la plupart des pierres seront traitées rudement, grossièrement. Nous gagnerons du temps. Le soleil accrochera les facettes, les éclats, et fera précieuse la matière scintillante. Cette simplicité voulue par Saint Bernard qui est transfigurée par la lumière. Comme dit Saint Bernard, il n'est de vertu plus indispensable à nous tous que celle de l'humble simplicité. Indéniablement, c'est évidemment une réussite de simplicité. Alors, la façade est étrange. Pourquoi avoir mis une porte à droite? Enfin, il n'y a pas de porte
au milieu. Hein. Et oui, c'est symbolique. La porte centrale, c'est l'ouverture vers le monde extérieur. Bon, il fallait bien mettre une porte parce que c'était utile, mais à Sénang, c'est la même chose, pas de porte centrale. Par contre, à Silvacan, ils en ont fait une. Donc, et là, c'est symbolique en quelque sorte. La porte qui est là est une porte simplement utilitaire. Mais les moines, en principe, n'ont pas à aller dans cette zone, hein, véritablement. Donc, surtout, on n'accueille personne de l'extérieur. Le chevet, eh bien oui, pour ceux qui connaissent les chevets cisterciens, on avait vu d'ailleurs l'abbaye de Fontenay, puis on en a bien d'autres, Noirlac par exemple, on a des chevets plats. Et là, on voit la diversité finalement. Bien sûr qu'on reconnaît tout de suite une abbaye cistercienne, une abbatiale, une église dans sa simplicité, mais en même temps, vous voyez qu'il n'y a pas une règle intangible, on adapte à des usages locaux. L'abside est semi-circulaire. Je me demande aussi si, on va y revenir, il n'y a pas une idée avec l'abside de favoriser le son, car l'acoustique, c'est une des clés du Toronnet, et vraiment, je vais y revenir. Il faut que je vous en parle. Vous voyez ici l'arrière, donc le côté est avec l'abside que vous voyez, et là, c'est le bâtiment qui est à la fois donc la salle capitulaire au rez-de-chaussée et le dortoir à l'étage. Donc, on est à l'arrière. Alors, vous voyez ici, ça nous donne une idée aussi des proportions et des plans. Donc, vous voyez, il y a Fontenay qui est la première. La troisième, c'est Sénanque. Je les ai mises en jaune pour arriver à les voir, c'est tellement petit. Vous voyez, à côté d'Aubazine, à droite, c'est le Toronnet. Et enfin, en bas, Silvacan. Vous noterez qu'elles sont de dimensions à peu près similaires, mais que Silvacan a un chevet plat, alors que Sénanque et le Toronnet ont des chevets en hémicycle, des chevets en abside. Vous voyez, et on voit bien aussi Noirlac. Donc, Pontigny, c'est encore autre chose. C'est un chevet à chapelle rayonnante, c'est la grosse abbaye qui est au niveau inférieur au milieu. Alors, nous voici là dans l'église où le jeu de la lumière est extraordinaire. Il y a peu de lumière et pourtant c'est éclairé. Peu de lumière parce que la nef ne comporte qu'un seul niveau. Les grandes arcades qui ouvrent sur le bas-côté. Alors, l'éclairage vient de l'est et de l'ouest. Et puis, des petites fenêtres qui sont sur les murs des bas-côtés, sur les murs gouttereaux extérieurs. Alors, vous voyez que le maître d'œuvre a eu l'idée aussi de réaliser un arc sous la voûte percé de cet oculus, ce cercle, et l'abside avec les trois fenêtres. Évidemment, on peut tout à fait y voir une référence trinitaire et je crois que c'est assez légitime. Hein. C'est-à-dire qu'on a des textes, je citais d'ailleurs souvent l'abbé Suger, qui parle de sa façade de Saint-Denis, les trois parties en l'honneur de la Trinité. Mais là, vous voyez, trois fenêtres et l'oculus, la forme ronde, c'est l'univers, c'est le monde divin, c'est Dieu. Donc, vous savez, d'ailleurs, la coupole souvent évoque aussi. Donc, bon, sans aller trop loin dans l'interprétation, bon, c'est surinterprétation, mais c'est vrai que là, c'est clair, ce choix, il est très net. Hein. Et donc, du coup, à l'est, tout l'éclairage arrive quand le soleil se lève et que les moines commencent leur office du matin, toujours aux premières lueurs de l'aube matine. Ils viennent du dortoir, il y a l'escalier du dortoir qui descend. On verra. D'ailleurs, ce dortoir tout à l'heure, donc les moines arrivent et commencent à célébrer, un peu endormis d'ailleurs, et il y a un moine qui se charge de réveiller ceux qui dorment, et puis quand il en a réveillé un qui dort, celui-là prend sa place. Voilà, c'est l'organisation traditionnelle. Alors ici, on voit bien donc tout cet espace, et regardez sur les bas-côtés, on a des voûtes en demi-berceau. Ça, c'est intéressant. Ça va permettre d'épauler la partie centrale. En effet, le berceau central, vous aurez noté d'ailleurs que c'est un berceau brisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas en plein cintre, hein, et il a une forme d'arc brisé. C'est pas pour autant d'ailleurs que c'est gothique hein, comme construction. Quand on voit l'arc brisé et gothique et l'arc en plein cintre et roman, mon Dieu non, ça fonctionne pas comme ça. Et de toute façon, roman gothique, c'est des subdivisions qui finalement ont un côté très artificiel, hein, qui date du 19e siècle pour début 19e. Narcisse de Caumont, Charles de Gerville, on commence à parler d'art roman, on distingue de l'art gothique, l'art médiéval,
l'art des sauvages pour les artistes de la Renaissance qui avaient inventé ce terme de gothique, des Goths, nordiques aussi, des Allemands. Bon, donc, vous voyez, finalement, on est bien là dans cette esthétique, mais aussi dans cette conception romane, avec un berceau brisé. Le berceau brisé, eh bien, il y a moins de pression. Le berceau en plein cintre, c'est des pressions latérales qui déversent. Là, si vous voulez, le fait que le berceau soit brisé fait que le poids repose plus sur les supports et tend moins à, on va dire, se déverser sur les côtés. C'est la solution qui avait été adoptée partout à partir des années 1100. Un des premiers grands édifices à l'adopter, c'est l'abbatiale de Cluny 3, l'Ecclesia Maior, bien entendu, mais après vous le retrouvez partout, à Paris-le-Monial, etc. Alors donc, il fallait quand même compenser ces poussées, d'où les demi-berceaux. Ça, c'est assez intéressant. Ah oui, là, vous avez ces demi-berceaux des bas-côtés. Les fenêtres des bas-côtés sont toutes petites aussi. Il y a vraiment une réflexion sur la lumière. C'est d'ailleurs le Corbusier qui était donc. Qu'est-ce que le Corbusier finalement venait faire ici? Eh bien, il se trouve que le révérend père Couturier, si je me souviens bien, un dominicain, voulait demander à Le Corbusier de concevoir le couvent de la Tourette près de Lyon. Et donc, il avait invité Le Corbusier à visiter le Toronnet. Il y a donc une passionnante correspondance entre l'architecte et le religieux. Et donc, Le Corbusier écrit « La lumière et l'ombre sont les haut-parleurs de cette architecture de vérité ». C'est beau, c'est beau. Bon, la Tourette, ça a peu de choses à voir architecturalement avec le Toronnet, mais enfin, bon, c'est fondé sur les principes plus qu'autre chose. En tous les cas, donc, la lumière vient ainsi simplement, principalement, de l'Est et de l'Ouest. Et voici ici, j'ai fait un petit montage, les deux bas-côtés. Vous voyez, c'est un voûtement en quart de cercle, c'est-à-dire ce qu'on appelle un berceau rampant ou un demi-berceau. Donc, c'est comme un système d'arc-boutants intérieurs et des arcs, et donc qui ont cette forme caractéristique. Et la photo au milieu donc montre bien, là on voit donc dans ce petit montage, on voit donc l'organisation et les questions d'équilibre. Les murs sont assez épais, il faut à peu près entre 1,60 m et 1,80 m de large, c'est beaucoup, et ils sont constitués comme traditionnellement dans la construction médiévale, d'un double parement et d'un blocage. C'est-à-dire qu'on taille les deux faces. On les taillait d'ailleurs de façon un peu particulière pour qu'elles fassent bloc avec le mortier, le ciment qui était à l'intérieur, où on mettait aussi des morceaux, des éclats de pierre, vous voyez, pour faire bloc. Donc, une technique bien connue, double parement et blocage. Les vitraux, ça viendra. Il y avait des vitraux, bien entendu. Il y avait. On a mis des verres, il y avait des vitraux, mais des grisailles. Et j'ai prévu, je vous en montrerai un exemple. Il n'en reste plus, malheureusement. Alors, un point qui est quand même étonnant, mais je le rappelle toujours, car dans toute église cistercienne, il faut le rappeler, et on s'en est aperçu parce qu'on a trouvé des restes d'enduit, les églises étaient enduites et peintes. Bien sûr, pas de peinture on raconte une iconographie, des couleurs, etc., comme on trouve, par exemple, à Saint-Savin. Bien sûr que non. Mais un enduit blanc avec des pierres qui étaient peintes, c'est-à-dire qu'on faisait des fausses pierres et des faux joints. Toujours le joint est rouge et la pierre, c'est donc l'enduit, la chaux blanche. Donc des fausses pierres régulières. Pourquoi? Sans doute, nous, on est sensible à la beauté de la pierre, mais au Moyen-Âge, ça ne se fait pas de voir la pierre. Finalement, c'est comme un écorché. On peut juger d'un bel homme ou d'une belle femme avec la peau, pas en écorché, à moins d'être un anatomopathologiste, mais bon, c'est un cas un peu particulier. Donc, c'est bon, je pense, le même effet. Un édifice devait être peint. On ne laisse pas brut. Vous prenez un appartement dans un immeuble, on ne laisse pas le béton brut, sauf quelques cas de créativité. Alors, vous voyez ici, à gauche, l'est et à droite, c'est le mur du fond. Il est percé, là, de l'oculus et des deux baies. Et donc, pas de porte. Tout à fait étonnant. Les chapelles latérales, donc deux de chaque côté du transept. Vous voyez l'emmarchement
En effet, toujours, les autels ne doivent pas être au niveau du sol. Ça, c'est classique. Mais il y a quand même quelque chose de très particulier ici. Je ne sais pas si vous voyez là, peut-être à droite, il y a un muret. Ici, sur la photo, on voit qu'il y a des marcheaux là. En effet, le bas-côté est plus haut. Le bas-côté, donc, qui du coup est le bas-côté sud, hein, est plus haut parce qu'on a la déclivité du terrain. Et même le cloître, tout est construit par niveau, par palier. C'est tout à fait étonnant. Hein. Alors voilà, ces chapelles, il y a des autels. Pourquoi avoir des chapelles latérales? Toujours pour célébrer des messes pour ceux qui avaient fait des donations pour l'abbaye. Et donc là, en particulier, justement, on peut penser que Raymond Béranger, comte de Provence, avait une messe régulièrement inscrite dans ce qu'on appelait l'obituaire. Et donc, il fallait célébrer, comme on ne pouvait pas célébrer sur le même autel le même jour. Donc, il fallait célébrer, donc changer de lieu et avoir des autels différents. Avec d'ailleurs cette question, les moines sont-ils des prêtres? À cette époque, la plupart, non. Il faut absolument distinguer le fait d'avoir reçu l'ordination sacerdotale, donc d'être prêtre, sacrement de l'ordre, et les vœux monastiques, les 3 vœux de pauvreté, obéissance, pauvreté, chasteté, eh bien, c'est évidemment 2 choses complètement différentes. Un certain nombre de moines étaient prêtres. En général, d'ailleurs, les abbés sont prêtres. Il faut bien qu'il y en ait quelques-uns pour célébrer dans la communauté. Donc, il y a forcément quelques prêtres, mais la plupart des moines ne sont pas prêtres au XIIe siècle. Par contre, à la fin du Moyen Âge, la plupart des moines sont des prêtres. Hein. Donc, l'usage a un peu changé. Et aujourd'hui, on est revenu à l'idée que les moines ne sont pas forcément des prêtres. Alors, vous voyez ici ces petites absidioles avec les autels vraiment très petits comme espace. Et avec toujours la lumière, on voit bien là l'autel et sur le fond, la lumière. Alors, avançons, parce qu'on a encore 2 autres abbayes, hein, on bouge beaucoup, hein, et donc on va passer dans le dortoir des moines. On a monté donc l'escalier qui faisait communiquer l'église avec le dortoir. On monte au dortoir, mais le dortoir n'est pas très haut. Pourquoi? Et parce que le cloître est en contrebas de l'église. Vous voyez, donc on a tout par palier. Donc du coup, on monte évidemment au dortoir, mais beaucoup moins qu'un dortoir normal, comme à Fontenay, et on descend dans le cloître. C'est étonnant, hein, mais c'est dû à la configuration du terrain. Et vous voyez l'escalier qui est au milieu, là, bon, il a été adapté, c'est refait en partie, mais on avait fait un escalier quand même, c'est l'escalier qui descend dans le cloître. Et l'escalier venant de l'église, eh bien, on l'a là dans le dos, on vient de le monter, et on est entré dans ce dortoir, avec la lumière, vous voyez, qui vient principalement de l'ouverture sur le cloître à gauche. Et il y avait même des portes, donc on peut penser qu'il y avait une galerie supérieure du cloître. Ce qui existe, hein, on a ça par exemple au cloître d'Arles, au cloître des Chanoines, au cloître de la cathédrale. On a plusieurs exemples comme ça de cloîtres à 2 niveaux. Alors voilà, et ici on voit une petite construction, donc l'entrée est à droite et une petite construction qui était la chambre du prieur, donc de celui qui était chargé de veiller, qui normalement ne dort pas avec les moines, hein, donc, mais qui surveille. Et là, par terre, on avait ces paillasses, les moines qui s'étendaient, donc ils dorment peu, hein, 7 heures maximum. Tout est prévu dans la règle de Saint-Benoît. Donc, on va avoir une crise de sommeil, hein, donc 7 heures, voilà. Et on se lève en pleine nuit, et puis on se relève donc à 4 heures du matin, et puis on se relève aux lueurs du jour. Hein. Donc, c'est évidemment, et on ne doit pas aller, par exemple, faire une petite sieste au cloître, au dortoir, ça n'a pas question, hein, au cloître non plus d'ailleurs, nulle part. Tout ça, c'est réglementé. Et vous voyez, les ouvertures, eh bien, il y a à peu près autant de fenêtres que de paillasses, c'est-à-dire que les moines sont étendus, tout habillés, toujours, ils enlèvent la ceinture et le couteau qui leur sert, donc, de façon générale, et donc s'étendent sur ces paillasses. Et précisons d'ailleurs là qu'en dormant tout habillé, bien sûr, j'aime bien d'ailleurs citer la phrase de Raoul Glaber qui m'a toujours amusé. Bon, allez, encore une fois pour le plaisir, parce que Raoul Glaber dit oui, j'ai vu un être fourchu, griffu, cornu, etc. Enfin bon, vous voyez qui je veux dire, hein, si ça sent le soufre.
rôder près des couches encore humides des moines. Donc, c'était pour le moins une mise en garde, donc, et Saint Benoît, vous savez que Saint Benoît lui-même a été tenté par la chair. Et représenté sur le chapiteau de Saint Benoît-sur-Loire, c'est un des chapiteaux que j'adore, Benoît se roule tout nu dans les ronces et les orties pour macérer la chair. Les orties, ça suffit pas. Ça peut même avoir des effets inverses. Mais avec les ronces, je pense que c'est bon. Hein. Donc, voilà, voilà. Oh, la sculpture, non, c'est une sculpture moderne qui a été mise là. Ça sert aussi d'exposition. Alors, voyez le cloître ici, à gauche, eh bien, on a le niveau de l'église qui est, là on le voit très bien, hein, qui est plus élevé. Les galeries du cloître sont des galeries, on va dire, en terrasse, en quelque sorte, par palier. C'est très curieux, mais c'est logique quand on y pense, c'est un problème de terrain. Vous voyez aussi à gauche la petite cloche au-dessus du dortoir. Elle est là pour réveiller les moines. Donc là, on est descendu dans le cloître, vous voyez, au niveau inférieur. D'ailleurs, les fenêtres sont percées, on va dire, les baies du cloître d'une façon assez à l'emporte-pièce. Hein. On est très loin des grandes ouvertures avec des remplages gothiques qu'on peut voir sur certains cloîtres ultérieurs. Là, c'est d'une simplicité, deux lancettes et un oculus, hein, c'est-à-dire les deux parties verticales et l'oculus. À droite, vous avez une restitution de Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc s'est intéressé au Toronnet. Il faut savoir que c'est un des tout premiers édifices classés en France. Hein, donc, dès les années 1840, on s'était intéressé au Toronnet, à essayer de le protéger. Et Viollet-le-Duc a fait une restitution de la galerie haute, mais bon, c'est quelque part très discuté aujourd'hui. Vous voyez, les arcs hauts, etc. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a un espace sur lequel on peut circuler. Vous allez savoir, à Noirlac, il y a la même chose aussi. Alors voilà ce cloître, avec d'ailleurs cette construction qui est au fond, sur laquelle on va revenir. Hein. C'est étonnant, on en connaît guère. Hein. Oh, il y en a quelques-unes, mais rarement conservées. C'est un des points du Toronnet exceptionnel, cette conservation. Tenez, là aussi, vous voyez bien les niveaux différents. Donc, ils ont fait sur la galerie contiguë à l'église, qu'on appelle d'ailleurs la galerie de la collation ou du mandatum. Je vais y revenir. Et il a fait donc de la maître d'œuvre la manière de, comment dirais-je, de transition. Eh bien, vous avez donc sur l'autre galerie une baie qui a un niveau médian et puis ensuite les autres baies qui sont plus bas. Hein, c'est étonnant. La galerie de la collation, ou de la collation, on va l'appeler collation, parce que si je vous dis collation, vous allez avoir l'impression que les moines se font un petit encas avant d'aller au lit. Non, c'est pas ça. Avant d'aller au lit, le soir, en effet, il y a une allocution. La collation, c'est l'abbé, le prieur, qui parle à ses moines. Donc, on se met dans cette galerie. C'est pour ça qu'il y a des bancs sur les côtés. Et le mandatum, eh bien, l'abbé doit laver les pieds des moines, non pas par hygiène, vous vous en doutez bien, surtout que le moine est censé se laver, c'est dans la règle de Saint Benoît, tous les jours, sans se déshabiller, ce qui est un exercice compliqué, et c'est pour ça aussi qu'on a le lavabo du cloître qu'on va voir. Donc, ce n'est pas pour laver, mais c'est symbolique, c'est-à-dire qu'il est au service de la communauté, comme le Christ lavant les pieds des apôtres, bien entendu. D'ailleurs, ce qui est refait aujourd'hui, lors de la Semaine Sainte, par le pape, les évêques, laver les pieds, le lavement des pieds. Mais l'abbé le fait avec les moines, donc le mandatum, la collation et le mandatum. Et donc là, on a cette lumière aussi, encore une fois. Regardez l'épaisseur des murs du cloître avec ces petites ouvertures, finalement. C'est un peu percé à l'emporte-pièce. Alors, nous voici ici. Donc, on laisse la galerie du mandatum, c'est celle qui est contre l'église, hein, et on va sur la galerie qui est contre la salle capitulaire, la galerie Est. Hein, c'est-à-dire qu'on a la salle capitulaire, la salle de travail des moines, et on voit d'abord, regardez d'abord, on est en hauteur. Tiens, vous allez me dire quelle drôle d'idée, on s'est envolé dans le cloître. Non, on descend l'escalier de l'église. On est dans l'escalier, là, donc on est au-dessus, vous voyez, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on voit à droite? Eh bien, regardons un petit peu de plus près. Voilà, à droite, vous avez l'armorium, la bibliothèque, l'armoire, si vous voulez, armorium, ça donnait armoire. Mais c'est là où on range les livres, c'est-à-dire que le cloître est un espace qui est un espace où les moines résident beaucoup.
finalement, c'est l'ouverture vers le ciel, l'espace symbolique, d'autant plus important, si vous voulez, que les bâtiments sont fermés, la clôture. Et d'ailleurs, Saint Bernard le dit, c'est une prison volontaire, mais c'est une ouverture vers le ciel. En quelque sorte, le cloître aspire vers le ciel. Et d'ailleurs, les ouvertures, la division en 4 du cloître évoque les 4 fleuves du paradis. Il y a toute une symbolique du cloître sur laquelle, évidemment, on pourrait s'étendre. Et alors, dans le cloître, on va lire la Lectio Divina. Ah, combien de temps encore? J'ai prévu 1 heure et je sens que je vais déborder un petit peu. Allez, on va dire 1 heure et quart. Mais bon, sinon, vous avez le replay. Hein. Et oui, en plus, j'ai une concurrence terrible. Je sais que le Premier ministre qui parlait, c'est évidemment, c'est pas le bon moment, mais bon, il a retardé d'1 heure, alors tant pis. Et alors, nous avons donc là le lieu où on conserve les livres, on lit, on médite dans le cloître. Très, très important, la Lectio Divina. En même temps, le cloître n'est pas un lieu si silencieux qu'on pouvait le penser. Vous savez, il y a toujours cette idée du silence. Et oui, mais on répète dans le cloître, le chantre et les moines répètent. Donc, et en plus, et ça c'est quelque chose qu'on ignore souvent, on ne sait pas lire, oui c'est refait hein, le sol, on ne sait pas lire à voix intérieure. Donc on lit même à voix basse, mais on lit à haute voix. Donc vous imaginez, chacun lit dans son livre, c'est l'abbé qui a donné à chacun un livre à lire, il doit le lire du début jusqu'à la fin, hein. L'abbé répartit les livres en fonction de ce qu'il pense bon pour ses moines, et vous imaginez, chacun qui lit dans son côté, hein, véritablement, c'est quelque part, voilà, certaines, bah, on va dire, pas une cacophonie, ça serait exagéré, mais un bruit de fond, vous voyez, chacun qui dit et Deus, etc. Bon. Et donc, il fallait une bibliothèque, c'est ce qui explique. Et donc, le cloître, c'est vraiment un lieu de vie essentiel. Hein. Donc voilà, l'armorium. Et il n'empêche que d'autres livres étaient dans la salle de travail qui sert de scriptorium. Quand on copie des manuscrits, il faut bien les conserver. Et on va voir ça tout à l'heure. Effectivement, de notre visite, sur le plan, c'est dans le prolongement au nord, donc dans le prolongement du bras du transept de l'église. Il y a une petite sacristie. En 4, si vous voyez, si c'est pas trop petit, si vous voyez les chiffres, en 4, c'est l'armarium, hein, c'est ce qu'on vient de voir. Et en 5, une salle capitulaire, 2 colonnes traditionnellement. Il y a 3 espaces. Pourquoi? Parce que l'abbé trône au centre. Et puis après, vous voyez que vous avez en 6 une petite pièce sur laquelle on va revenir passage, mais qui est sans doute un parloir. En 7, l'escalier du cloître. Et il manque là le bout, c'est-à-dire la salle de travail des moines, le scriptorium. Et il manque aussi, sur l'autre aile, complètement, voyez, complètement, le réfectoire. Ah, voici ici la salle capitulaire. Il y avait des gradins. Alors, il y a beaucoup de restauration. Hein, le sol a été refait. Bon. Mais ce qui est clair, donc, aussi, c'est que, ça c'est intéressant, les voûtes et les colonnes ont été refaites au début du XIIIe siècle et il y avait des murs plus anciens. Donc, sans doute, on a 2 phases de construction et en plus, on a les restaurations. C'est Jules Formigé, l'architecte des monuments historiques dans les années 1900, qui a pas mal restauré. Bon, il fallait le faire, hein, mais bon, du coup, on voit bien d'ailleurs que la table d'hôtel, par exemple, là-bas, n'est pas plutôt récente. Hein. Et puis, en plus, c'est l'abbé, donc il s'asseyait au fond, et on avait une ouverture pour que ceux qui n'étaient pas moines professes, c'est-à-dire des novices, ou même les convers qui étaient admis pour quelques occasions dans le cloître, puissent entendre les décisions du chapitre. Vous voyez, ceux qui n'avaient pas voix au chapitre, eh bien, pouvaient, en quelque sorte, prendre connaissance. C'est dans la règle d'ailleurs de Saint-Benoît, ceux qui ne participent pas au chapitre doivent connaître les décisions. Ah oui, une photo amusante que j'ai trouvée, là, c'est pas moi, je sais pas comment ça a été fait avec un objectif. Donc là, c'est l'intégralité et on voit bien l'ouverture, ouverture modeste, mais ouverture sur la galerie du cloître. Alors du coup, bon, il se tord un peu, mais enfin, bon, histoire de rire. Et vous voyez que là, ce sont les galeries du cloître. Eh bien, au fond, on a donc l'utilisation d'une ogive. Et sur la salle capitulaire, il y avait une ogive aussi, des ogives aussi.
Alors, les ogives, vous me direz, c'est gothique, alors que le plein cintre, c'est vraiment… Non, il faut s'enlever ça de la tête. C'est vrai que les nervures qui apparaissent en Normandie, vous savez, il y en a déjà autour des années, on va dire, 1100, même la fin du XIe siècle. La cathédrale de Durham en Angleterre le sait. On voit apparaître donc toute une série d'édifices normands avec des nervures, et pourtant, et, vous en avez à Saint-Étienne de Caen, à la Trinité de Caen, on ne parle pas d'édifices gothiques. Mais si vous voulez, en Île-de-France, on va reprendre cela. Mais c'est des formes architecturales, c'est pas ça le gothique. Gothique, c'est tout un ensemble d'éléments. Il faut qu'il y ait des arcs-boutants, qu'il y ait une logique intrinsèque de l'architecture qui est différente de celle de l'architecture romane. Mais en plus, c'est assez artificiel. Quel maître d'œuvre a dit ah ben tiens, je vais mettre des ogives gothiques, ça fera bien, là, c'est nouveau, ça vient de sortir. Allons, soyons sérieux. C'est pas comme ça que ça marche. Mais vous avez des plans qui circulent. En Normandie, je citais l'Essai, par exemple, ou bien Saint-Étienne-de-Camp, la Trinité de Caen. Hein. L'Essai, c'est peu après 1100, hein, c'est vraiment une église. Vraiment, vous avez des nervures comme ça. Donc, l'utilisation de ces nervures, ce qui est intéressant, c'est que appelons-les ogives, hein, les cisterciens en ont compris le parti. Ils les utilisent partout. Vous les avez à Fontenay, etc. Et ce n'est pas forcément des éléments de datation si évidents. Là, on est dans la deuxième moitié du XIIe siècle, je le rappelle. Donc, dans la deuxième moitié du XIIe siècle, ils auraient pu vous mettre des ogives partout. On dit toujours, ah mais oui, mais vous avez le berceau, c'est plus ancien, l'ogive, c'est plus récent. Mais non, pas forcément. Dans la deuxième moitié du XIIe siècle, les cisterciens, par exemple, de Pontigny, ont carrément entrepris de vous faire un chœur à déambulatoire à chapelle rayonnante, un chevet avec des ogives, etc., qui est vraiment le premier art gothique type, hein, gothique Île-de-France, alors que dans d'autres abbayes, on introduit, si vous voulez, des éléments de façon ponctuelle. Hein. C'est-à-dire qu'on emploie les deux. Et vous voyez ici, je me suis arrêté là parce que vous avez le berceau et à l'espace d'articulation, eh bien, on a des nervures. Pourquoi? Mais parce que c'est un moyen pratique d'articuler les deux galeries du corps. Et vous voyez les ouvertures sur la droite. Alors, dans ces ouvertures à droite, donc, vous avez une qui va sur un parloir, et puis c'est là, au fond, qu'a disparu le scriptorium, la salle de travail des moines, qui est tombée à l'eau, c'est le cas de le dire, dans le tombareux. Continuons notre histoire d'eau avec, justement, le lavabo du cloître. Ça, c'est exceptionnel. Il y en a très peu, hein, véritablement. Très, très peu. Oui, c'est l'époque du maître d'œuvre, ça c'est une question passionnante et très complexe. Mais c'est normalement le commanditaire, c'est l'abbé qui choisit. Mais dans une petite communauté comme ça, on peut se poser la question, je vais y revenir à la fin, qui construisait comment le chantier? Malheureusement, on n'a pas de document direct, hein, c'est des interprétations, mais on va en parler. Alors voici la fontaine. Bon, Jules Formigé a refait complètement la partie supérieure. C'est joli, vous me direz, mais seule la vasque inférieure est d'origine. Mais la construction, par contre, et vous voyez qu'elle est renforcée, vous avez des nervures comme ça tout autour. Hein, ça, c'est vraiment particulièrement réussi. Et enfin, on termine avec ce bâtiment des convers. Et il y avait un passage, il y a une courette là. Et normalement, le bâtiment des convers est accolé. Les convers ne sont pas avec les moines. La clôture des moines, pour certaines occasions, ils peuvent venir dans le cloître. Et vous avez un espace entre les deux, c'est ce qu'on appelle la ruelle des convers. Et il y a ça d'ailleurs à Fontfroide, elle est très très belle, on peut la voir là-bas. Et le bâtiment des convers permettait d'abriter les convers qui venaient, parce que normalement, les convers sont à la tête de grange, au moins deux à la tête de grange cistercienne, donc, et ils venaient donc une fois dans la semaine, donc c'est pour ça qu'ils devaient être au maximum à une journée de marche, ils partaient le samedi, le dimanche, ils venaient pour les offices et ils repartaient le lundi, donc 4 jours de travail, 2 jours de voyage et 1 jour du Seigneur. Bon, 4 jours, c'est le minimum, parce que les convers travaillent la terre. Leur mission, c'est donc d'exploiter les terres, ou bien même, parfois, des fours, des minerais, des viviers, enfin, toutes sortes, on va dire, d'activités économiques. Il y a tout un tissu économique, mais le convers, c'est un statut, si vous voulez, d'humilité. De grands seigneurs sont devenus convers au tout début, hein, c'était tout feu, tout flamme, ah, j'entre comme convers, bon, et comme ça je gagnerai le paradis. On faisait ça d'ailleurs peu avant de mourir.
Mais par la suite, comme c'est un statut inférieur aux moines, en quelque sorte, et c'est vu comme ça, dès le XIIIe siècle, il y a un problème de recrutement de convers, hein, ça disparaîtra. Mais au départ, on avait cette idée, donc il fallait accueillir les convers, certains pouvaient rester d'ailleurs quelque temps à l'abbaye, donc il y a le bâtiment des convers. C'est exceptionnel, il est véritablement conservé ici. Le cellier a disparu. Le cellier, vous voyez à gauche, vous voyez, il y a une empreinte. Le cellier était là. Le cellier, c'est à l'ouest, c'est là où on conserve la nourriture, le vin. Il y a un frère célérier qui veille d'ailleurs, veille au grain, c'est le cas de le dire. Et en plus, doit être sobre parce que sinon, on pourrait aller taper dans les tonneaux de vin. Et donc, malheureusement, ça a disparu, mais justement, vous avez dans l'axe, vous voyez, le bâtiment des convers. Et ce bâtiment des convers, le voilà. Il est superbe. Hein. Il date sans doute un petit peu plus tard du début du XIIIe siècle. Peut-être, on peut l'imaginer, de l'époque de l'abbé Folquet, pourquoi pas. En tous les cas, vous avez au niveau inférieur le réfectoire des convers, au niveau supérieur, c'est les petites fenêtres, le dortoir des convers. Voilà. Donc, vraiment, leur propre espace qui leur est réservé. Très intéressant. Alors voilà le chantier. Ça, c'est une gravure intéressante à propos d'un chantier en Allemagne. Bon, je ne sais pas, mais c'est justement des cisterciens. C'est une peinture cistercienne. Et on voit les convers, les cisterciens au travail. Ont-ils bâti eux-mêmes leur monastère? Certains convers avaient peut-être des compétences, mais on ne s'improvise pas architecte. Les proportions parfaites du Toronnet qui aboutissent l'église en particulier à cette acoustique nécessitaient des connaissances très pointues. Hein. Et même d'ailleurs, on ne s'improvise pas tailleur de pierre. Essayez, si vous voulez, essayez de tailler de la pierre vous-même. Vous prenez un bloc, un marteau et un burin. Le résultat risque, enfin, je crois qu'il faut du temps hein, pour s'y mettre. Et les convers, ce qu'ils font, c'est ça, c'est les tâches matérielles. Exploiter les propriétés. Il y a des granges avec du blé. Une immense grange, par exemple, qu'on peut visiter à Vaulran. Hein, ça, c'est plus dans la région parisienne. Mais, vous savez, des quantités des granges qui ont des fonctions. Il y a même, par exemple, aussi des granges à bateau, hein, avec des viviers. C'est-à-dire, c'est très, très... non, je crois que mon haut-parleur est bon, puisque je crois qu'il y en a qui entendent bien, mais c'est compliqué. Il faut faire des réglages de son. Oh, je pense que petit à petit, vous y arriverez. Il faut faire des tests. Il ne faut peut-être pas mettre le son à fond aussi. Dans certains cas, on peut avoir de la saturation. Essayez le casque aussi. Là, moi, je crois que c'est bon hein, de mon côté. Mais enfin, je sais peut-être le micro. Ça serait pas mal d'avoir un micro. Ah, bon. En tout cas, voilà. Allez, on va avancer. Alors, ça ira plus vite, hein, parce que, évidemment, j'ai dit pas mal de choses là sur le premier, mais on a encore quand même deux édifices. Alors, c'est donc d'abord, on visite beaucoup moins de choses. Hein. D'abord parce qu'une bonne partie des bâtiments a été reconstruite, et ensuite parce qu'il y a des moines. Certes, les moines ne sont pas très nombreux, mais ils accueillent, on peut y aller pour des retraites. Il y a 7 moines, hein, je crois, aujourd'hui. Ils étaient 10 en 2012. Donc. Alors, c'est le 23 juin 143 que les 12 moines, toujours 12, venus de Mazan, fondent ici, dans ce fond de vallée. La Sénoncole, c'est la rivière, hein, et elle passe là aussi, donc, sur le côté, et l'église, encore une fois, se trouve placée au nord du cloître. Donc, là aussi, en général, c'est le contraire. Hein, donc, voilà, on voit ici ce chevet avec la lavande, hein, Vaulran, la grange en région parisienne, Vaulran. Et on est sur la terre des seigneurs de Gordes, vous voyez, et donc les Signanes, grande famille, d'ailleurs, alors une des descendantes, ça sera Marie d'Agoult, bien connue avec Liszt, hein. Et donc ces seigneurs de Gordes qui ont favorisé l'implantation avec l'évêque de Cavaillon, Alphonse de Cavaillon. Donc on voit là, les évêques veulent implanter des cisterciens, mais aussi il y a des dons de la part des seigneurs locaux. On se trouve à quelques kilomètres donc de Gordes, dans le fond de la vallée de la Sénoncole. Alors, on le voit bien là, le fond de vallée d'ailleurs. J'ai pris cette photo du car quand on arrive. Hein. Bon. Et donc, le succès est immédiat puisqu'en 1252, c'est-à-dire finalement 4 ans après la fondation, l'abbaye essaime déjà, elle a sa propre fille, donc en Vivarais.
et elle prospère jusqu'au XIVe siècle, un peu d'ailleurs comme le Toronnet, c'est toujours un peu la même histoire. Au XIVe siècle, vous avez tous les problèmes, peste, famine, mauvaise récolte, guerre de 100 ans. Bon, vous savez, la fameuse prière affamée, apestée, à bello liberanos domine, libère-nous, Seigneur, de la faim, de la peste et de la guerre dans cet ordre ou un autre. Et oui, elle se visite cette abbaye, mais on va la visiter ensemble. Nous sommes partis, on descend la route, on y arrive. Alors, il faut imaginer qu'il y a eu le déclin des guerres de religion. En 1791, elle a été vendue, rachetée plus tard par l'abbé de Lérins, mais vous voyez qu'il y a des bâtiments modernes aussi, enfin du 19e siècle, qui ont été construits. Elle a une histoire curieuse d'ailleurs, parce que, vous voyez là, à l'arrière, donc on est à l'ouest, là, on voit la façade de l'église. Tout ce qu'il y a derrière, là, ce sont les bâtiments du 19e siècle. L'abbé de Lérins achète, on fait des nouveaux bâtiments, il rachète, si vous voulez, cette abbaye qui avait été vendue comme bien national. En général, c'est des fermiers qui avaient acheté pour les terres. Hein. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'elles ont été préservées, c'est-à-dire qu'ils ont gardé les bâtiments, comme d'ailleurs à Fontenay, comme ailleurs. Sans doute étaient-ils sensibles aussi à la beauté du lieu, et n'ont-ils pas fait comme d'autres qui se sont servis comme carrières de pierre, de Jumièges ou de Cluny, n'est-ce pas, démolissant des édifices entiers. Là, ça a été préservé. Alors donc, les moines se réinstallent, hein, des cisterciens de Lérins, un demi-siècle, et puis en 1903, c'est les lois sur les congrégations, expulsion. Ils reviennent en 1926, et ils viennent de Lérins, puis en 1969, ils abandonnent, trop de difficultés, ils n'ont plus d'argent, ils n'arrivent pas à survivre. C'est une société qui pratique le mécénat industriel qui s'installe et qui en fait un centre culturel. Et en 1988, il y avait un bail de 30 ans, ils reviennent. Mais je vous dis, ils sont 7 aujourd'hui. Et c'est très compliqué parce que là, il y a un problème terrible à cause justement de la Sénoncole et à cause, encore une fois, du terrain. Et vous voyez, on voit la déclivité, encore une fois. C'est le même schéma. Eh bien, avec Cotorené. Le problème, c'est que ça s'écroule. Enfin, en tout cas, il y a des problèmes de stabilité, ça risque de s'effondrer. Donc, depuis 2018, il faut une grande collecte, et en 2019, eh bien, ça a été inscrit, Stéphane Bern a parlé donc de Sénanque au loto du patrimoine. Hein. Donc, mais espérons que ça ne va pas se jouer à la loterie, la survie de l'édifice. Voilà donc ce plan. Alors, vous voyez le dortoir, et il ne subsiste véritablement que l'aile est, c'est-à-dire avec la salle capitulaire, la salle de travail chauffoir des moines, le dortoir à l'étage. Notre visite sera plus rapide, je vous rassure. Et la petite chapelle que vous voyez ici, vous avez une chapelle actuelle, c'est l'ancien réfectoire, mais c'est moderne. Tous les bâtiments là en bleu sont modernes. L'église présente aussi la même abside semi-circulaire et un petit clocher. De la même façon, les trois sœurs cisterciennes ont des petits clochers carrés, vous voyez. Donc, finalement, il y a une souplesse. Et du côté occidental, la façade n'a pas de porte centrale. Comme au Toronnet, il y a une petite porte latérale, simplement. À l'intérieur, on retrouve cette idée, bien qu'il y ait quelques ouvertures hautes, elle est un petit peu différente hein, dans la conception, et surtout, il y a une croisée du transept, et une croisée du transept avec une grande coupole. Donc, le parti est un peu différent, l'esthétique est la même, mais les détails sont bien différents. Alors, vous voyez ici les bas-côtés qui sont voûtés en demi-berceau, encore une fois, et là, il y a un vrai problème. Ils ont un problème déjà de stabilité et de terrain. On peut observer d'abord que le mur n'est pas droit, hein, ça penche, et en plus, il y a des endroits où les arcs ne retombent pas sur les chapiteaux. Ils ont fait des décalages, c'est-à-dire que au fur et à mesure de la construction, ils ont eu visiblement des difficultés, vous voyez. Et donc, des supports engagés qui ne correspondent pas. Au premier plan, on a des pilastres, ils ne portent pas d'arc, donc ils ont mis les arcs ailleurs. Ça a été très compliqué. Ça explique en grande partie aujourd'hui aussi l'état de l'édifice. L'abside, largement ouverte à gauche avec ses trois baies trinitaires, et on voit bien ici le bas de la coupole. Et alors, le bas de la coupole, il y a un décor tout à fait inhabituel. Et le bras du transept. Au fond du bras du transept, vous avez donc
un long feu. Ça aussi, c'est inhabituel. Normalement, on n'enterre pas dans les églises cisterciennes. Et en plus, on va mettre un monument funéraire. Oui, mais c'est pour les Simianes, c'est les bienfaiteurs. Donc, les bienfaiteurs, on ne va pas leur refuser leur dernière demeure dans un lieu privilégié de l'abbatiale. Vous voyez ici les autels qu'on a vus tout à l'heure, hein, les mêmes autels, donc deux chapelles sur chaque bras du transept, avec les autels, l'emmarchement, et à droite, donc l'enfeu, c'est cette construction qui abrite le tombeau. Et voici ici, Simiane, c'est les seigneurs de Gordes, hein, voilà. C'est la famille qui est la famille ensuite d'Agou, hein, Marie d'Agou. Alors, vous avez donc là, vous voyez les retombées de la coupole, tout à fait intéressantes parce que on a des sortes de, ce qu'on appelle des trompes, et avec des décors. Il y a même des petits supports verticaux au-dessous qui sont des pilastres cannelés. Ça, c'est une formule purement provençale. Elle n'est pas du tout cistercienne. Vous trouvez ça, par exemple, à la nef de Saint-Maximin à Aix et dans d'autres édifices tout à fait diffusés, on va dire. J'avance un peu, allez, on pénètre dans le dortoir. Vous voyez ici ce dortoir, même simplicité qu'on a vu tout à l'heure. Donc, bon, on ne s'attardera pas. Vous voyez un petit dortoir, une petite communauté, une vingtaine de moines encore. Et puis, on va descendre. Vous voyez, sacristie, salle capitulaire au niveau inférieur, le chauffoir, le four et les latrines. Et vous voyez qu'encore une fois, le cours d'eau, la Sénancole, passe au niveau des latrines, passe au niveau du réfectoire. Voilà, tout ça est classique. Donc, c'est pour ça. Ils n'avaient pas la place sur l'autre rite. Et donc, ils se sont établis où ils pouvaient. Donc, du coup, l'Église s'est retrouvée eh bien, au nord du cloître. Voici ce cloître, petit cloître, là, avec les simples, effectivement, cultivés dans le cloître, et les moines ont repris cette tradition. Le tombeau, c'est l'enfeu, hein, c'est ça. Alors, un enfeu, c'est un arc qui abrite un tombeau. Vous voyez, donc ici, c'est ensemble, et il y a un rythme aussi. Les arcatures sont regroupées par trois. Il y a un gros support, et puis deux fois deux colonnettes, donc trois arcs. On voit aussi qu'il y a des arcs qui soutiennent, des arcs doubleaux, donc toute une esthétique. La salle du chapitre, la salle capitulaire, deux supports, encore une fois, la baie s'asseyait au fond. Et vous voyez que les moines actuels, et vous voyez ici, j'ai dû prendre la photo il y a quelques années, il y avait encore 8 moines. Je crois qu'il y en a plus. Donc, comptez le nombre de chaises, c'est le chapitre hein, qui est là. Donc là où on médite ensemble, on médite des textes, on lit surtout un chapitre de la règle de Saint-Benoît. Vous voyez, donc là, on voit bien cet ensemble. Alors, c'est vrai que les voûtes, là, sont vraiment soutenues par des grandes nervures, hein, des ogives tout à fait caractéristiques. Est-ce que ça a été refait? Là, oui, c'est possible. Ils ont remis, et on le voit parce que ça ne correspond pas exactement aux fenêtres, vous voyez? C'est-à-dire que quand on voit avec les fenêtres, elles sont décentrées. Donc, on a revoûté certainement après. Ça, c'est clair. Et puis, vous avez ce chauffoir, salle de travail des moines. Hein, c'est les deux. Dans ces petites abbayes, à Fontenay, vous aviez une salle pour se réchauffer avec deux cheminées, le chauffoir. Quand il faisait très froid, l'abbé pouvait décider que ses moines aillent se réchauffer pendant l'hiver. Vous me direz en Provence, bon, pas tout à fait comme en Bourgogne, mais quand même. Et il y avait une salle pour travailler, ce qu'on appelle la salle de travail des moines, qu'on confond souvent avec le scriptorium. Pourquoi? Parce que le travail essentiel des moines, c'est souvent de copier des livres. Donc, scriptorium, c'est l'endroit où on écrit. Et finalement, salle de travail des moines, c'est mieux parce que c'est générique, si vous voulez. En tous les cas, il fallait bien se réchauffer, surtout que quand on copie, ben on peut avoir les doigts gourds, ça aide pas. Vous savez, quand il fait très froid, il gèle à pierre fendre. Comment voulez-vous copier un texte? Donc, on allait au chauffoir. Mais dans les petites abbayes comme ça, c'est la même pièce qui a la cheminée, le chauffoir, et qui sert de salle de travail des moines. En plus, on a ajouté l'escalier du dortoir communiquant vers le cloître. C'est ce que vous voyez au fond. Donc, ça a percé l'architecture, vous voyez. Et à droite, vous avez la cheminée, avec d'ailleurs son manteau, son tablier du XIIe siècle. Hein. Vraiment, c'est des cheminées assez caractéristiques. Hein. Et voilà l'autre côté de la pièce. Hein. Et là aussi, les voûtes ont été refaites.
Bien, laissons maintenant ces langues pour notre dernière étape à Silvacan, donc la fondation de 1144, pardon, par des moines venus de Morimont. C'était d'un haut niveau, d'ailleurs. Morimont, c'était une abbaye importante, et c'est un demi-frère de l'empereur Conrad III, vous savez, le premier des Staufen, des Hohenstaufen, Othon, donc ce demi-frère, qui dirige et qui envoie dans ce lieu de Silva Canorum. Silva Canorum, c'est la forêt, Silva, Canorum de Cannes, c'est-à-dire que c'était un terrain marécageux. Hein. Et on est dans les marécages de la Durance. C'est un endroit important. Il y avait effectivement un bac, un passage de la Durance là. En général, les cisterciens se mettent à l'écart, mais ce choix peut-être a été un choix pensé. En tous les cas, finalement, c'était une limite en tout cas entre le comté et le marquisat de Provence, hein, la Durance, et ça a sans doute été voulu par le seigneur Bertrand, le seigneur des Baux, qui a doté, on va dire, c'est lui qui a financé la construction de l'église que vous voyez là, Bertrand des Baux. Donc, il y a sans doute aussi un choix d'emplacement un peu particulier. Vous voyez ici ce plan. À gauche, vous avez l'entrée, la porterie. Il y a les bases d'ailleurs des constructions. Et puis, en bas, vous voyez, en bas, plutôt dans la partie gauche, vous avez tout un ensemble de constructions. Eh bien, là, on a retrouvé ce qui pouvait être le réfectoire, l'hôtellerie des hôtes. Vous voyez, c'est sans doute tout cet ensemble, c'est l'ensemble des hôtes. Ce qui est bien ici, c'est que vous voyez le cours d'eau, encore une fois, le cours d'eau, et on distingue aussi, encore une fois, que le cours d'eau, les latrines, vous voyez, qui sont à l'extrémité du réfectoire, c'est noté d'ailleurs en tout petit, mais on voit bien, ça passe vraiment le long au ras de la salle de travail des moines et pardon, pas du dortoir, pas du réfectoire. Le réfectoire est à côté. Hein. C'est d'ailleurs le seul qui soit conservé. Donc, on ne restera pas sur sa fin, on verra au moins un réfectoire. Donc, donnez-moi encore quelques minutes et je vous amène jusque, on va dire, au lieu de pourra se restaurer. Alors, donc, l'église, vous voyez, a un chevet plat et elle est assez importante par rapport aux autres. Elle est un peu plus grande. Vous avez cette grande allée et sur la droite, ce que vous voyez là, c'est muré. Eh bien, ce sont les restes, les substructions du bâtiment des autres. Donc, on avait une hôtellerie, une infirmerie aussi. Quand on arrivait malade à une abbaye frappant par l'amour de Dieu, les moines devaient toujours accorder la charité. Ça fait partie vraiment de la base de la vie chrétienne. Et donc, on a là cette façade au fond, et là, il y a un portail. Elle est ouverte, en quelque sorte, par rapport aux deux autres, plus fermée. Et elle apporte d'ailleurs un petit décor. On voit les chapiteaux, là, un élément, et puis les armes. Mais bon, ça a été remonté. Là encore, il y a des restaurations. On le voit dans les parties inférieures, les colonnes, on les a plus. Et à droite, vous voyez le chevet plat de l'édifice. C'est toujours un petit clocher. Nous voici à l'intérieur, donc, et encore une fois, ben, on a les niveaux. C'est-à-dire qu'à droite, donc du côté sud, c'est plus haut, et du côté nord, en allant vers le cloître, ça décroît. Encore une fois, c'est une abbaye par palier. Et au fond, on retrouve les trois ouvertures et l'oculus, et d'ailleurs un peu plus une rose, là, vous voyez, un peu plus travaillé, et l'autel au centre, avec un transept. Voici ici le revers, donc à gauche, l'abside, à droite, le revers. On pourrait presque les confondre, hein, mais il y a la porte. Et en effet, trois ouvertures et l'oculus, encore une fois. Alors, il y a quelques sculptures ici. Vous voyez, en effet, on est à gauche, tout à fait à gauche, là, c'est à gauche de l'autel, il y a une sorte de dé. Et j'en ai fait un agrandissement. Là, c'est pas très bon, mais j'avais que ça. Et, mais on le voit quand même, c'est un dé gothique du XIVe siècle. Il y avait une statue de la Vierge. Vous savez, les cisterciens ont une dévotion à la Vierge très importante. D'ailleurs, comme le dit Aelred de Rielvo, un cistercien, tu dois avoir la statue de la Vierge, le crucifix et la statue de la Vierge dans ton oratoire, pour te rappeler les vertus de la chasteté aussi pour la Vierge. Saint Bernard avait un culte de la Vierge. Vous connaissez d'ailleurs
l'épisode de la lactation de Saint Bernard, hein, donc la Vierge allaitant Saint Bernard. Il y a d'étonnants tableaux d'ailleurs. Sur la droite, toujours dans l'abside, donc à gauche, il y a la statue de la Vierge. À droite, regardez, on a une niche. C'est la niche crédence où on pouvait poser, on va dire, les objets du culte. Et puis, à droite, il y a un petit trou, mais c'est cassé. C'était le lavabo. Et le trou, c'est l'évacuation de l'eau. En effet, il faut laver les mains, laver les objets du culte, vous voyez, donc bien se laver les mains, les gestes barrières. Oui, enfin non, c'est autre chose. Et par rapport, on va dire, à la sacralité et rincer donc les objets du culte. Donc, on a toujours le lavabo. Voici ici le transept et regardez, il y a un escalier donc d'un bras du transept vers la nef centrale. C'est baigné de lumière ici. Et regardez au fond ces chapelles qui sont aussi rectangulaires, les chapelles de transept là. Et vous avez même chose d'ailleurs à droite, on distingue, il y a une cavité, c'est la niche crédence. Chaque autel a toujours sa niche crédence, c'est-à-dire c'est là où on va poser les objets du culte, les burettes, le calice, etc. Et le missel, et on va avoir aussi le lavabo. Et donc, des autels que vous voyez ici. Alors, vous me posez la question des vitraux. Voilà les vitraux. À droite, je vous montre, je n'ai pas de vitraux là-bas. Quel dommage. Oui, on peut dire piscine, si vous voulez, piscine liturgique ou lavabo. Alors, je n'ai pas de vitraux d'époque à vous proposer dans les trois sœurs cisterciennes, mais il y a quelques vitraux cisterciens qui se sont conservés. Un des plus célèbres, c'est celui que je vous montre là, le vitrail d'Aubazine, l'abbaye d'Aubazine en Limousin. Et vous voyez donc là, ce décor, ce sont ce qu'on appelle les grisailles cisterciennes. À gauche, une petite chapelle, donc là, et à droite, eh bien, une vitrerie plus importante d'ailleurs. Voilà. Et oui, effectivement, ça fait moderne. Mais vous savez, quelque part, Pierre Soulages à Conques a repris un peu cette esthétique. Pourtant, bon, Conques, c'est une abbaye bénédictine. Il y a tout lieu de penser que c'était des vitraux dits pleine couleur, hein, c'est-à-dire avec une iconographie des couleurs, etc. Mais finalement, on est sensible, encore une fois, à la sobriété cistercienne. Alors, vous voyez ici, encore une fois, à droite, le bas-côté avec son voûtement de mi-berceau, renforcé d'ailleurs, on voit ces arcs puissants hein, internes, et à gauche, les chapiteaux à feuilles lisses, hein, les chapiteaux plats. Allez, avançons notre visite, il ne nous reste plus que quelques minutes, hein, et on va monter au dortoir. Vous voyez que là, l'escalier, l'escalier des matines, il est à gauche, ben, il n'est pas très élevé, encore une fois. Le dortoir n'est pas très élevé parce que le cloître est en contrebas. À droite, vous avez le fond du bras du transept et on voit le départ de l'escalier qui est à gauche de la photo. À droite, vous avez donc les chapelles. À gauche, l'escalier, c'est celui que vous voyez là sur ma photo de gauche, l'escalier qui nous fait entrer dans le dortoir. Voilà donc ici le dortoir. Vous voyez qu'il est d'ailleurs bien conservé, bien éclairé. Au centre, on a l'escalier qui descend au cloître. Au fond, il y a la porte qui ouvre sur rien. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, mais c'était la latrine qui était au fond, justement. La latrine en surplomb du ruisseau. Ben oui, on peut être amené à se lever en pleine nuit. Oui, malgré tout, la chair est faible, hein, et les moines le savent bien. Et il faut bien dire, ce sont des hommes comme les autres. Voici d'ailleurs ici cette extrémité, ce côté, vous voyez. Donc là, c'est vu du côté du réfectoire et l'extrémité du dortoir. Vous voyez, là, on est vraiment tout à fait sur la face nord. Le cloître. Alors, ce cloître eh bien, est relevé avec des arcs où il y a des éléments cannelés, sculptés. Ça, c'est le petit plus, on va dire, de la romande de la Provence. Il y a une fusion en quelque sorte. On met des éléments locaux, hein, dans des petits décors. Là, encore une fois, on a l'armarium, c'est-à-dire la bibliothèque qui est en bordure du cloître, là, pour conserver les livres à lire dans le cloître. Regardez, elle est magnifiquement conservée, hein, c'est une des plus belles qui soit. Et voici ici donc cette galerie avec, regardez à gauche, l'entrée de la salle capitulaire. Il y en a quelques décors d'ailleurs sculptés hein, de chapiteaux. Là. Voilà, notre salle capitulaire et salle du chapitre, donc, vous voyez là encore, elle a été revoutée sans doute dans un deuxième temps.
On voit d'ailleurs ces trous carrés qui étaient les trous d'échafaudage et des cintrages pour réaliser le couvrement. L'abbé au centre, les moines sur des bancs. Il n'y a plus de bancs aujourd'hui, mais les bancs étaient accolés. Donc, certains chapitres, d'ailleurs, conservent les bancs en pierre d'origine. Là, vous voyez, on voit qu'il y a des arrachements sur le fond du mur. Et donc, de ces deux colonnes, bon, il y en a une d'ailleurs, colonne torse. Alors, c'est des réfections et en plus des restaurations. C'est assez compliqué. À gauche, vous avez l'escalier qui monte au dortoir, puisqu'on est maintenant dans le cloître. Et puis, vous avez ce petit passage-là, mais qui est plutôt un espace qui est le parloir, c'est-à-dire l'endroit où l'abbé, le prieur peuvent discuter avec un moine ou éventuellement des moines entre eux, mais la discussion est très limitée. On ne doit pas parler dans les autres lieux, on ne parle pas dans le cloître, on ne parle pas à table. On ne parle pas la bouche pleine, mais on ne parle pas du tout à table. Le seul lieu où on puisse parler, c'est le parloir. Et encore, théoriquement, avec l'autorisation de l'abbé. Voici la salle de travail des moines, qui est le chauffoir en même temps. C'était bien une bibliothèque. Regardez à gauche. On voit très bien les placards, hein, véritablement. Et donc, dans ces placards, eh bien, c'est là où on mettait les livres. Hein. Et la cheminée, cette cheminée au fond. On a percé aussi une fenêtre. Je ne sais pas si vous la voyez à gauche. Elle a des sièges pour s'asseoir. C'est ce qu'on appelle des coups-sièges. Et la fenêtre en question, donc, c'est une fenêtre avec des meneaux, donc une fenêtre de la fin du Moyen-Âge qui témoigne qu'on a restructuré. Pourquoi ils ont fait ça? Et certainement parce que c'était quand même un peu sombre pour copier des manuscrits. Vous voyez la petite ouverture à droite. Hein. Donc à gauche, ils ont amené un peu de lumière. En plus, on pouvait s'asseoir dans les brasements de fenêtre, ce n'était pas désagréable. Et ici, vous avez le côté du réfectoire et on voit bien la fontaine. Alors, il n'y a plus le lavabo, il n'y a plus la construction comme au Toronnet, mais on voit qu'il y a une vasque derrière. Donc, il y a une ouverture et il y a une vasque. Hein. Vous voyez, là, on voit très bien la vasque. C'est là que les moines venaient, donc il y avait une petite construction comme au Toronnet, venaient pour se laver. Donc, alors voilà, ici, on est à l'entrée du réfectoire. Et vous voyez d'ailleurs un pianiste, puisqu'il y a parfois, on va dire, des concerts du Festival de la Roque d'Enterron qui se tiennent dans le cloître. Eh bien, on va terminer là avec le réfectoire. J'espère qu'on ne restera pas sur sa fin, malgré tout. Donc, vous voyez que ce réfectoire postérieur, c'est très clair. Là, il est vraiment gothique. Les fenêtres que vous avez à gauche, ça, là, on est d'accord. Vous voyez, les fenêtres quadrilobées, les lancettes trilobées, tout ce langage est un langage spécifiquement gothique. Au XIIIe siècle, c'est clair. C'est au XIIe siècle que c'est beaucoup plus compliqué de parler de gothique et de roman. Mais là, oui. Et vous voyez donc ce couvrement d'ogives. Voyons aussi quelque chose d'un petit peu particulier, la chair du lecteur. En effet, vous voyez qu'il y a l'escalier, il y a une petite ouverture à droite. Et il y a un escalier dans l'épaisseur du mur. Et là, regardez l'ouverture bizarre, il y a un garde-corps qui a été arraché. C'est-à-dire que ça n'ouvrait pas comme ça. Et il pouvait s'appuyer. Et c'est là, dans l'épaisseur du mur, que s'installait le lecteur pour refaire la lecture. Très important, bien entendu, la lecture pendant le repas. Comme d'ailleurs le dit la règle de Saint-Benoît, je reprends la règle, hein, toujours avoir la règle de Saint-Benoît sur la main, la lecture ne doit pas manquer à la table des frères, ce n'est pas au premier venu d'y faire la lecture, mais celui qui doit lire toute la semaine prendra son service le dimanche. Le silence sera total, qu'on n'entende ni murmure, ni voix, ni celle du lecteur, que les frères se passent les uns aux autres le nécessaire pour manger et boire, de telle manière que nul n'ait besoin de demander quoi que ce soit. Silence absolu. Que nul n'ait le front de poser des questions à ce moment-là sur la lecture ou quelque autre sujet pour ne donner aucun prétexte, à moins que le supérieur ne veuille dire un mot d'édification, etc., etc. Donc, vous voyez, vraiment, c'est très rigoureux. Alors ici, le côté du cellier qui a disparu là aussi, il n'y a plus de cellier, mais on avait un réfectoire. Si vous voulez d'ailleurs voir toutes ces belles photos, vous pouvez, je les ai mises sur mon site. Alors voilà, c'est pour ça que je vous donne les références. Vous voyez, vous ouvrez la page de Toronnet Sénanque Sylva Kahn et donc vous pourrez avoir aussi des infos sur les conférences et les circuits avec intermède. Laissez des commentaires, mais commencez bien sûr aussi, si dans les circuits, à appeler toute l'équipe qui vous attend rue de Mézières, hein, l'équipe d'intermède. Mais je
complète avec des photos. Donc, si vous voulez revoir un petit peu les photos. Et donnez-moi encore une seconde, donc je vais vous laisser maintenant. D'abord, je voulais juste vous rappeler qu'il y a d'autres conférences, et en particulier, donc, on a les conférences de Claire Grébille demain à 17h sur Turner, et Émeric Péniguet de Stutz, mardi 2 à 17h, sur, et c'est original, Jack London et l'Alaska. Et quant à moi, je vous retrouve, si vous voulez bien, avec le retable de l'agneau mystique de Van Eyck et le retable. Vous savez qu'il y a eu des restaurations, il y avait une exposition qui fut écourtée, n'est-ce pas? Donc, on pourra parler de Van Eyck, et c'est, je crois que je vérifie, mercredi 3 à 17h, et vendredi 5 à 17h, vous voyez, je ne chôme pas, on parlera de Ravenne. Les mosaïques racontent l'histoire. Donc là, on a le plus exceptionnel ensemble de mosaïques. Alors, toutes ces conférences, bon, celle-ci sera avec une petite participation financière. Par contre, je continue aussi la France, gratuite, hein, comme aujourd'hui, pour vous dépayser. Et maintenant, je vais enfin vous laisser, mais, je vous propose, pour finir, pour ceux qui ont quelques minutes, d'écouter les questions de sonorité autoronnées. C'est-à-dire que vous avez un reportage, il y a deux petits reportages très courts, 3 minutes, sur les expériences sonores autoronnées, parce qu'on travaille là-dessus. Vous savez que le tauronné, c'est l'endroit où il y a le plus de résonance, on va dire, la plus longue résonance au monde avec le Taj Mahal. Donc, c'est quand même un peu étonnant. Et le deuxième extrait, ça sera Odoriferum Lilium, le lys odorant, chant cistercien, répond Mathim pour la fête de Saint-Bernard, et on se quittera là-dessus. Je vous laisse écouter ces deux courts extraits, et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Prenez bien soin de vous. J'espère vous revoir bientôt sur les ondes et aussi, bien sûr, sur le terrain. Et pourquoi pas en Provence. À bientôt. Cinq, 6. Aujourd'hui, on est plutôt à moins de 10 secondes dans la résonance. 10 secondes, et parfois même jusqu'à 13. Une acoustique exceptionnelle, sculptée depuis le Moyen-Âge par les prières des moines, 7 fois par jour. Aujourd'hui, c'est un espace de travail étonnant pour le chœur des voix animées. Clairement, apprivoiser le lieu, apprivoiser l'acoustique, m'adapter et faire du lieu un partenaire qui est un chanteur supplémentaire dans l'ensemble lorsque nous chantons en polyphonie. Un chanteur bavard, tourbillonnant, jamais le même en fonction du jour, de l'époque de l'année ou de l'heure de la journée, mais surtout un chanteur un peu contraignant. On ne peut pas chanter trop rapidement, parce qu'on est très vite dans un son qui se met à rouler. On ne peut pas chanter trop fort, parce que là aussi, le son se met à tourner. Donc c'est un lieu de mesure. Un lieu de mesure, un lieu d'écoute aussi. Ici, le sol, la pierre, les voûtes, chaque élément de l'église répond à la musique. Un bouleversement pour les chanteurs. On est obligé de changer son rapport avec le temps en fait. Aujourd'hui, tout va très vite. Et quand on se retrouve dans des acoustiques comme ça, qui prennent beaucoup de temps, on est obligé de se calmer intérieurement pour trouver le bon tempo, parce que ici, sinon, ça devient très vite n'importe quoi. Ça chamboule tous les repères en fait, parce qu'on entend à la fois la voix qui sort de notre bouche et à la fois cet écho monumental qui vient perturber l'oreille en fait. Avec l'habitude et des nouveaux repères, c'est juste un régal. Encore aujourd'hui, des auteurs du monde entier composent psaumes et motets pour le tauronné, comme cette œuvre du franco-ukrainien Tchesnokov, qui sera donnée pour la première fois en juillet prochain.
Et voilà, maintenant, les matines de Saint-Bernard. À la prochaine fois. Au revoir à tous et merci de vos commentaires qui me font chaud au cœur. À bientôt.